En décidant d'augmenter le nombre de ses soldats de l'opération Barkhane, la France veut concrétiser ses engagements vis-à-vis des pays du G5 Sahel et renverser le rapport de force sur le terrain. D'ici la fin du mois de février, 5100 soldats seront déployés dans la région contre 4500 actuellement. L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a indiqué ce dimanche un communiqué signé de la ministre des Armées Florence Parly. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Ces 600 militaires supplémentaires, essentiellement au sol, seront accompagnés d'une centaine de véhicules blindés. Les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques dans la zone, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. La France a elle-même perdu 13 soldats en novembre dernier dans un accident entre deux hélicoptères au combat. Depuis, Paris veut donner un coup de fouet à un dispositif que certains experts accusent de s'enliser et qui suscite de plus en plus de critiques au sein des opinions africaines. Plusieurs analystes et hauts responsables ont estimé que les prochains mois seraient essentiels pour inverser la tendance, aujourd'hui favorable aux groupes djihadistes qui s'appuient avec une réussite certaine sur les tensions et frustrations des populations locales. Des images aériennes montrent l'étendue du dégât. Des sources parlent de 14 personnes tuées, dont des soldats turcs. Des combats entre soldats turcs et armée syrienne ont fait lundi 17 morts dans le nord-ouest de la Syrie, faisant montrer d'un cran les tensions entre Ankara et Moscou, le principal allié de Damas. Il s'agit de l'incident le plus grave entre Damas et Ankara depuis l'intervention de la Turquie dans le conflit syrien en 2016 pour combattre le groupe État islamique et contrer l'avancée des forces kurdes près de sa frontière. Les confrontations directes meurtrières entre la Turquie, qui soutient des rebelles syriens, et les forces de Damas ont été très rares depuis le début de la guerre en 2011. Toujours dans le nord-ouest de la Syrie, où les forces du régime allié à l'armée russe combattent des forces djihadistes et rebelles, 9 civils ont été tués lundi dans des raids, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui n'a pas précisé qui était derrière les frappes. Les combats entre soldats syriens et turcs interviennent quelques jours après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la Russie de ne pas honorer les accords bilatéraux visant à empêcher une offensive d'envergure du régime dans le nord-ouest du pays. Déclenché il y a bientôt 9 ans, le conflit en Syrie a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. En 2019, le Maroc a renforcé son dispositif de lutte contre les réseaux de trafic parce que la pression qu'on avait sentie depuis 2017-2018 est restée soutenue. Notre bilan est très positif puisqu'on a pu réduire les arrivées sur les côtes espagnoles d'environ 60%. Mais ça ne veut pas dire que la pression de notre côté a baissé. C'est le nombre d'interceptions. Cette année, on a terminé le bilan avec à peu près 74 000 interceptions. 74 000 tentatives d'émigration irrégulière vers l'Espagne ont pu être avortées par nos services de l'ordre. Et donc, ce chiffre montre quand même que la pression elle est toujours là, mais que le Maroc est en train de juguler ces flux irréguliers qui, rappelez-vous, ont été réorientés de la route centrale qui passait par la Libye vers le Maroc depuis quelques années. Et bien sûr, nous avons initié une coopération que nous estimons aujourd'hui très positive avec notre partenaire européen qui est l'Union européenne, qui s'est traduite par un appui en 2019 de 140 millions d'euros, dont 70 millions en appui budgétaire. C'est un début, comme je disais la dernière fois. Tout dernièrement, nous avons signé un autre accord qui porte sur 100 millions d'euros. Pour nous, c'est un très bon démarrage, puisque ça nous permet de travailler en étroite collaboration. 15 cas de contamination par cette épidémie de pneumonie virale étaient confirmés lundi sur le territoire hongkongais, dont beaucoup provenaient de Chine, où le virus a fait plus de 360 morts.
Le mouvement de débrayage, suivi par du personnel médical non indispensable, intervient alors que le gouvernement, fidèle à Pékin, s'est refusé à fermer complètement sa frontière avec la Chine continentale. Les autorités estiment qu'une telle mesure serait discriminatoire, préjudiciable pour l'économie et contraire aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui est le premier jour du plan de grève de notre syndicat. Notre revendication consiste à demander à la direction de l'autorité hospitalière à faire pression sur le gouvernement de Hong Kong pour qu'il ferme la frontière. Si le gouvernement agit assez rapidement pour fermer la frontière, la possible situation d'épidémie à Hong Kong pourrait être évitée. Je pense donc que la plupart des membres de notre syndicat sont très mécontents de la lenteur de la réaction du gouvernement. La population hongkongaise demeure profondément marquée par l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère SRAS qui avait fait 299 morts en 2003 sur le territoire. Pékin avait alors tardé à donner l'alerte. Les grévistes étaient lundi des membres du personnel n'effectuant pas de tâches essentielles. Il est annoncé que d'autres membres du personnel, notamment des médecins et des infirmiers travaillant dans des services d'urgence, rejoindraient le mouvement mardi si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. C'est l'une des mesures retentissantes du président algérien depuis sa prise du pouvoir. Abdelmadjid Tebboune a signé ce mardi un décret graciant 3471 détenus ou non détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 6 mois ou moins à purger, a précisé la présidence dans un communiqué. Ce premier groupe sera suivi par un deuxième qui englobera des détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 12 mois ou moins à purger selon le même communiqué. Toutefois, le décret ne concerne pas les personnes incarcérées pour des faits liés au Irak, le mouvement de contestation qui ébranle le pouvoir depuis bientôt 1 an. Cette grâce ne va pas toucher les détenus du mouvement car la plupart n'ont pas encore été jugés, a expliqué le coordonnateur du Comité national pour la libération des détenus. Il n'y aura pas de grâce pour eux car leurs affaires sont toujours en cours, a renchéri un membre du collectif d'avocats qui les défend. Le comité a recensé 142 manifestants actuellement en détention provisoire et 1300 autres qui font l'objet de poursuites judiciaires pour des faits liés à la campagne du scrutin présidentiel. Le décret présidentiel exclut notamment les prisonniers condamnés pour corruption, trafic de drogue ou terrorisme, selon les médias locaux. L'image fait le tour des médias américains et du monde depuis mardi. La chef de la Chambre des représentants Nancy Pelosi n'a pas hésité à déchirer le discours du président américain après son discours sur l'Union au Congrès. La chef démocrate de la Chambre des représentants a manifesté à sa façon son désaccord avec le milliardaire américain. Nancy Pelosi, suivant la tradition, était debout derrière le chef de la Maison-Blanche. Donald Trump a vanté ses promesses tenues et une économie rugissante. La division qui règne dans la classe politique, comme dans le pays, était palpable lors de ce traditionnel discours sur l'état de l'Union. Contrairement à tant d'autres avant moi, dit Donald Trump, je tiens mes promesses. Son allocution est sans cesse coupée par des ovations des républicains, tandis que dans l'autre moitié de l'hémicycle, l'opposition démocrate restait assise et le plus souvent de marbre. Le président des États-Unis a ostensiblement évité de serrer la main que lui tendait la chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. À la fin de son allocution, Nancy Pelosi a déchiré dans un geste spectaculaire la copie du discours du président américain. Ce mercredi, Donald Trump a été acquitté par le Sénat au terme de 2 mois de procès. Lancée à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT, la mobilisation a rassemblé des représentants de partis politiques, d'organisations professionnelles ou encore d'un mouvement nommé Boycott US Products, brandissant de nombreux drapeaux palestiniens. Cet accord est une grande trahison, a estimé le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, qualifiant les dirigeants arabes qui l'ont accepté de traîtres. Aujourd'hui, ils veulent vendre Jérusalem et demain, ils vendront les lieux saints, a-t-il déclaré. Nous leur disons qu'il y a une jeunesse éduquée, cultivée, une jeunesse arabe révoltée dans tous les coins du globe qui va se retourner contre vous.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a appelé à s'opposer à cette décision barbare qui constitue une violation de toutes les résolutions de l'ONU. Le président américain Donald Trump a dévoilé le 28 janvier un plan de paix favorable à Israël, lui permettant notamment l'annexion de territoires palestiniens occupés en dépit du droit international et à la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale individuelle. Le plan a été rejeté par les Palestiniens et la Ligue arabe. Le président tunisien Kais Saïed, qui avait arboré le drapeau palestinien le soir de son élection le 13 octobre et martelé depuis des positions farouchement opposées à Israël, avait déjà condamné fermement le plan, le qualifiant d'injustice du siècle. Trop tard, plus d'espoir, alors que la terre est devenue un repère de mercenaires, des habitants de Tripoli, épuisés par des mois de conflit, se désolent que le destin leur échappe en raison des interférences étrangères. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, les Libyens ont permis à des étrangers de s'immiscer dans leurs affaires et n'arrivent plus à s'en dépêtrer, regrette Nouri Bengassa, fonctionnaire d'État à l'AFP. Nous remarquons que dans chaque tragédie qui s'abat sur la Libye, du meurtre d'enfants à toutes les agressions que le criminel de guerre Khalifa Haftar fait avec tout le soutien qu'il reçoit, nous remarquons que la Turquie exprime la colère du peuple libyen. Les hommes politiques ont contribué à cette dépendance, incapables de dialoguer dans leur pays, mais qui se précipitent vers les capitales étrangères où on leur dicte des agendas précis, ajoute-t-il. Dans ce contexte, l'issue de la crise se joue à Ankara, Moscou, Abu Dhabi ou encore à Paris. Mais sûrement plus en Libye et encore moins à New York, où le Conseil de sécurité de l'ONU, divisé sur ce dossier, s'est montré incapable jusqu'ici d'adopter la moindre résolution sur le dernier épisode du conflit. Les discours et la rhétorique ne fonctionnent pas avec ces personnes arrogantes. Pourtant, la politique et la force vont de pair. Certains disent que personne ne peut rejeter une solution politique, mais il faut qu'une force protège cette solution politique. Il faut de la force et inciter l'ennemi à la peur pour l'effrayer. C'est quelque chose d'essentiel pour gagner lors des négociations. Même en Occident, ils sont d'accord avec ce concept. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est plongée dans le chaos depuis la chute du régime Kadhafi, après une révolte populaire et une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.